Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré toute votre gentillesse, votre sincérité et votre dévouement, vous semblez toujours attirer des partenaires qui ne vous méritent pas? C'est une question douloureuse et frustrante que beaucoup de bonnes personnes se posent. On se dit « je donne tout, je suis honnête, je suis loyal ». Alors pourquoi est-ce que je finis toujours avec quelqu'un qui me blesse, me néglige ou profite de moi? C'est comme si on était coincé dans un cycle sans fin de déceptions amoureuses. On voit des couples heureux autour de nous et on se demande « quel est leur secret? Qu'est-ce que je fais de mal ?» Aujourd'hui, on va plonger au cœur de ce problème. On va essayer de comprendre ensemble, sans jugement et avec beaucoup de bienveillance, les mécanismes psychologiques et émotionnels qui peuvent expliquer pourquoi les personnes au grand cœur se retrouvent si souvent dans des relations toxiques ou insatisfaisantes. Ce n'est pas une fatalité et surtout, ce n'est pas de votre faute. Il y a des raisons profondes, souvent inconscientes, qui nous poussent vers certains types de personnes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on les a comprises, on peut commencer à briser ce schéma. Alors, si vous vous reconnaissez dans cette situation, si vous avez l'impression d'être un aimant à problème en amour, cette vidéo est faite pour vous. On va explorer ensemble les différentes pistes, des blessures de l'enfance qui nous programment à chercher un certain type d'amour, aux croyances limitantes qu'on a sur nous-mêmes et sur ce qu'on mérite. On va aussi parler de l'empathie, cette magnifique qualité qui parfois peut se retourner contre nous si on ne pose pas de limites saines. Le premier point qu'on doit aborder, et c'est peut-être le plus important, c'est la notion de familiarité. Notre cerveau est câblé pour rechercher ce qu'il connaît, même si ce qu'il connaît est douloureux. Si, dans notre enfance, on a été habitué à un amour conditionnel, à devoir se battre pour de l'attention ou à être critiqué, on peut inconsciemment recréer ces dynamiques dans nos relations adultes. On ne cherche pas la douleur, bien sûr, mais on est attiré par ce qui nous semble normal, même si cette normalité est malsaine. Un partenaire distant ou critique peut nous sembler familier, et notre subconscient peut interpréter cette familiarité comme de l'amour, ou du moins comme une chance de réparer le passé. Imaginez un enfant qui a dû constamment apaiser un parent colérique ou instable. En grandissant, cette personne peut devenir un sauveur en amour. Elle sera instinctivement attirée par des partenaires qui ont besoin d'aide, qui sont chaotiques ou émotionnellement instables, parce que c'est le rôle qu'elle connaît. Elle sait comment gérer le drame, comment calmer les tempêtes. Le problème, c'est que dans ce processus, elle s'oublie complètement. Elle donne, en espérant secrètement qu'un jour, son partenaire changera et lui donnera enfin l'amour stable et paisible dont elle a toujours rêvé. Mais ce jour n'arrive souvent jamais. Une autre raison fréquente est la faible estime de soi. Quand on ne croit pas profondément mériter un amour sain, respectueux et épanouissant, on a tendance à accepter moins. On se contente des miettes d'affection que quelqu'un veut bien nous donner. On ignore les signaux d'alarme, les fameux red flags, parce qu'une petite voix intérieure nous murmure qu'on ne trouvera pas mieux, qu'on a de la chance d'avoir au moins ça. Cette voix est une menteuse, forgée par des expériences passées, des critiques ou des échecs. Une personne qui ne s'aime pas assez aura du mal à poser des limites claires. Elle aura peur de dire non, peur que l'autre parte si elle exprime ses besoins. Du coup, elle devient la proie idéale pour les personnalités narcissiques ou manipulatrices, qui, elles, sont expertes pour repérer cette faille et s'y engouffrer. On doit aussi parler du syndrome de l'infirmière ou du sauveur, qui touche beaucoup de personnes empathiques. Votre capacité à ressentir les émotions des autres est une force incroyable. Mais sans limite, elle peut devenir un piège. Vous voyez quelqu'un de cassé, de malheureux, et votre premier réflexe est de vouloir le réparer. Vous voyez son potentiel, la belle personne qu'il pourrait être s'il surmontait ses problèmes. Vous tombez amoureux non pas de la personne telle qu'elle est aujourd'hui, mais de la version idéalisée que vous projetez dans le futur. Et vous vous investissez corps et âme dans ce projet de rénovation. Le souci, c'est que vous ne pouvez changer personne. Le changement doit venir de l'intérieur de la personne elle-même. Pendant que vous vous épuisez à essayer de le sauver, vous négligez votre propre bonheur et vos propres besoins. Un autre aspect crucial est la peur de la solitude. Pour beaucoup, être seul est plus effrayant que d'être dans une mauvaise relation. Cette peur peut nous pousser à nous accrocher à des partenaires qui ne nous conviennent pas, juste pour avoir une présence. On préfère une compagnie médiocre à pas de compagnie du tout. On rationalise les mauvais traitements,
on minimise les problèmes. Tout ça pour ne pas affronter le vide apparent de la solitude. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il n'y a pas de solitude plus terrible que de se sentir seul à deux, dans une relation où l'on n'est ni vu, ni entendu, ni compris. Apprendre à être bien avec soi-même est la clé la plus puissante pour attirer des relations saines. Quand on n'a plus besoin de quelqu'un pour combler un vide, on peut choisir quelqu'un pour partager une vie déjà pleine. La nuance est énorme. On confond aussi souvent l'intensité et l'intimité. Les relations avec des personnes compliquées sont souvent pleines de hauts et de bas. Des disputes passionnées suivies de réconciliations intenses. Cette montagne russe émotionnelle peut être addictive. On peut confondre ce chaos avec de la passion, ce drame avec un amour profond. On se dispute, mais c'est parce qu'on s'aime fort. En réalité, un amour sain et durable est beaucoup plus calme. Il est basé sur la sécurité, la confiance, le respect mutuel. C'est un port d'attache, pas une mer déchaînée. Les personnes habituées au drame peuvent de même trouver une relation saine un peu ennuyeuse au début, parce qu'elles ne sont pas habituées à cette paix. Enfin, il y a le déni. Parfois, au fond de nous, on sait que la relation n'est pas bonne. Nos amis nous le disent, notre famille s'inquiète, et notre propre intuition nous envoie des signaux d'alerte. Mais admettre la vérité serait trop douloureux. Cela signifierait admettre qu'on s'est trompé, qu'on a investi du temps et de l'énergie pour rien. Alors on choisit de ne pas voir. On se concentre uniquement sur les rares bons moments et on balaie les mauvais sous le tapis. On se raconte des histoires pour justifier le comportement de l'autre. Il est stressé en ce moment. Elle a eu une enfance difficile. C'est juste sa façon d'être. Ce déni est un mécanisme de protection, mais à long terme, il nous maintient prisonniers d'une situation qui nous détruit à petit feu. Alors, que faire ? La première étape, c'est cette prise de conscience. Comprendre que ces schémas existent et qu'ils ne sont pas une fatalité. C'est déjà un pas de géant. Reconnaître sa propre valeur est fondamental. Vous méritez un amour qui vous élève, pas un amour qui vous draine. Vous méritez la paix, le respect, la joie. Ce n'est pas un luxe, c'est un droit. Dans la suite de cette série, nous allons explorer des solutions concrètes pour briser ces cycles. On parlera de comment renforcer son estime de soi, comment poser des limites saines sans culpabiliser, comment apprendre à écouter son intuition et à reconnaître les signaux d'alarme dès le début d'une relation. On verra aussi comment guérir de ces blessures passées pour ne plus les laisser dicter notre avenir amoureux. Le chemin vers un amour sain commence par un voyage à l'intérieur de soi. C'est un travail qui demande du courage et de l'honnêteté, mais je vous promets que le jeu en vaut la chandelle. Vous n'êtes pas condamné à répéter les mêmes erreurs. Vous avez le pouvoir de changer votre histoire amoureuse. Merci d'avoir regardé cette première partie. Si ce que j'ai dit résonne en vous, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires, toujours dans le respect et la bienveillance. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette discussion essentielle. Prenez soin de vous. Pourquoi les bonnes personnes tombent-elles si souvent sur les mauvaises relations ? Si vous avez manqué la première partie, je vous invite vivement à la regarder. Nous y avons posé des bases essentielles. Aujourd'hui, on va creuser encore plus profond pour déterrer les racines psychologiques et comportementales qui nous piègent dans ces schémas répétitifs. Accrochez-vous, on va explorer des territoires parfois inconfortables, mais toujours dans le but de mieux se comprendre et de construire des relations plus saines. Dans la première vidéo, nous avons parlé des schémas d'attachement et de l'attirance pour le familier, même quand ce familier est douloureux. Aujourd'hui, on va aborder une autre dimension tout aussi cruciale, l'estime de soi. Quand on a une faible estime de soi, on a tendance à croire, consciemment ou non, qu'on ne mérite pas mieux. On accepte des comportements inacceptables, on minimise nos propres besoins et on met notre partenaire sur un piédestal, même s'il ne le mérite absolument pas. On se dit « au moins, j'ai quelqu'un », sans se demander si ce « quelqu'un » nous fait vraiment du bien. C'est un cercle vicieux. Moins on se sent valable, plus on tolère des relations qui nous dévalorisent, et plus ces relations nous dévalorisent, plus notre estime de soi chute. La clé ici est de comprendre que votre valeur n'est pas déterminée par le regard ou l'approbation de quelqu'un d'autre. Elle est intrinsèque. Vous valez de l'or, peu importe qui est à vos côtés. Un autre facteur puissant est ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. Beaucoup de personnes profondément empathiques et généreuses pensent qu'elles peuvent
réparer ou changer leur partenaire. Elles voient le potentiel, la personne blessée derrière les mauvais comportements, et se donnent pour mission de l'aider à guérir. C'est une intention noble, bien sûr, mais elle est souvent vouée à l'échec en amour. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez changer personne. Le seul changement durable vient de la personne elle-même. En endossant ce rôle de sauveur, non seulement vous vous épuisez émotionnellement, mais vous créez aussi une dynamique déséquilibrée où vous donnez sans cesse, sans jamais recevoir. Vous n'êtes pas un centre de réhabilitation, vous êtes une personne qui mérite un partenaire égal, capable de prendre soin de lui-même et de vous. Aimer quelqu'un, ce n'est pas le porter à bout de bras, c'est marcher à ses côtés. Parlons maintenant de la peur. La peur est une conseillère terrible en matière de relations. La peur d'être seul, par exemple, peut nous pousser à nous accrocher à une relation toxique, comme à une bouée de sauvetage. On préfère une souffrance connue à l'inconnu de la solitude. On se dit que c'est mieux que rien. Mais est-ce vraiment le cas? Le « rien » de la solitude peut être une page blanche, une opportunité de se retrouver, de se reconstruire, de découvrir ce qu'on aime vraiment. Le quelque chose d'une mauvaise relation, c'est une page déjà gribouillée de douleur et de compromis. Il y a aussi la peur du jugement des autres, la peur de l'échec si on met fin à une longue relation. Mais le véritable échec, n'est-ce pas de passer sa vie à être malheureux? Apprendre à affronter ses peurs est une étape fondamentale pour briser le cycle. Un autre aspect, plus subtil, est notre propre contribution inconsciente au maintien de la dynamique toxique. Parfois, par peur du conflit, on ne pose pas nos limites. On dit oui quand on pense non. On ne communique pas clairement nos besoins, en espérant que l'autre devine. On excuse un comportement une fois, puis deux, puis on se retrouve à avoir normalisé l'inacceptable. Il ne s'agit pas de vous blâmer, mais de prendre conscience de votre pouvoir. Poser une limite, ce n'est pas être méchant ou agressif, c'est simplement dire « voici où je suis, et voici ce dont j'ai besoin pour me sentir en sécurité et respecté dans cette relation ». Une personne qui vous aime vraiment respectera ses limites. Une personne qui ne les respecte pas vous montre qu'elle ne se soucie pas de votre bien-être. C'est un test décisif. Alors, comment on sort de tout ça? La première étape, c'est la prise de conscience. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire ensemble. Reconnaître ces schémas en vous, sans vous juger. Se dire, ok, je vois que j'ai tendance à vouloir sauver les autres, ou je réalise que ma peur de la solitude m'a fait accepter des choses que je ne voulais pas. C'est déjà 50% du chemin. Ensuite, il faut travailler activement sur l'estime de soi. Faites des choses qui vous font vous sentir bien et compétent, que ce soit un hobby, du sport, un projet professionnel. Entourez-vous d'amis qui vous valorisent et vous soutiennent. Tenez un journal de vos qualités et de vos succès, même les plus petits. Chaque petite victoire renforce votre perception de votre propre valeur. Ensuite, apprenez à être bien avec vous-même. Le célibat n'est pas une maladie, c'est une phase de vie qui peut être incroyablement enrichissante. C'est le moment idéal pour vous redécouvrir, pour comprendre ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer, en dehors de toute relation amoureuse. Quand vous êtes heureux et complet par vous-même, vous n'abordez plus les relations avec le désespoir de combler un vide. Vous les abordez avec l'envie de partager une plénitude qui existe déjà. Ça change toute la donne. Vous devenez beaucoup plus sélectif, parce que vous n'avez plus besoin de quelqu'un. Vous choisissez quelqu'un qui ajoute réellement quelque chose de positif à votre vie déjà épanouie. Enfin, et c'est peut-être le plus difficile, il faut être prêt à partir. Être prêt à dire stop quand vos limites sont franchies de manière répétée. C'est un acte d'amour-propre immense. Ça demande du courage, ça fait mal, mais c'est le seul moyen de vous ouvrir la porte à une relation qui vous mérite vraiment. Souvenez-vous que chaque « non » que vous dites à une relation qui ne vous convient pas est un immense « oui » que vous vous dites à vous-même, à votre bonheur futur. Ne vous contentez pas de miettes quand vous méritez le banquet tout entier. Ce cheminement n'est pas facile et peut parfois nécessiter un accompagnement. Si vous sentez que ces schémas sont profondément ancrés, n'hésitez jamais à consulter un thérapeute. Parler à un professionnel peut vous donner des outils concrets et un soutien précieux pour naviguer ces eaux complexes. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de force et d'engagement
envers votre propre bien-être. Voilà pour cette deuxième partie. J'espère que ces pistes de réflexion vous aideront à y voir plus clair. Le message que je veux vous laisser aujourd'hui est un message d'espoir et de pouvoir. Vous n'êtes pas condamné à répéter les mêmes erreurs. Vous avez en vous la capacité de briser ces cycles et de construire la vie amoureuse saine et heureuse que vous méritez. C'est un travail, un processus, mais chaque pas dans la bonne direction en vaut la peine. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre expérience ou vos réflexions. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu, et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On continuera d'explorer ensemble ces sujets fascinants pour grandir et s'épanouir. Prenez bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt.